Salut à tous, bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique que je vous propose avec d'anciens invités du panier, premier podcast e-commerce en France. L'idée est simple, reprendre la discussion là où on l'a laissée pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous partager et potentiellement de nouveaux insights, marchés ou produits. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission est simple, rendre l'expérience digitale efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité et en singularité. Si vous avez une épine dans le pied, parlons-en et écrivez-moi sur laurent@cosavostra.com ou sur LinkedIn, Laurent Kretz. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode du panier et des catch-up du panier sur lepanier.io pour trouver la newsletter. Belle écoute. Chères auditrices, chers auditeurs, je serai au One-to-One Monaco du 14 au 16 mars 2023 et j'espère vous y croiser. Le One-to-One, c'est le rendez-vous numéro 1 des acteurs du retail et du e-commerce en France. Un événement à ne pas manquer et une opportunité unique pour faire des rendez-vous One-to-One. Justement, ultra qualifiés et avoir de super moments de networking. Le programme s'annonce encore une fois très intéressant avec des sujets et des speakers inédits. Ça fait 12 ans que le One-to-One Monaco existe et j'adore voir que chaque année, on est de plus en plus à faire partie de la communauté. Alors n'attendez pas pour vous inscrire, le One-to-One cette année se tient du 14 au 16 mars 2023. Pour vous inscrire, c'est très simple, rendez-vous sur one-to-one-monaco.com, one-to-one-monaco.com et petite surprise, en mentionnant que vous êtes auditeur du panier, le transport vous est offert. C'est plutôt cool, non? J'ai hâte de vous y retrouver et merci au One-to-One Monaco d'avoir rendu possible l'épisode qui suit. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier qui est un catch-up et j'ai l'immense plaisir de te retrouver Stéphane Beretti qui est le président de storesdetrideaux.com et du groupe AG Claire. Salut Stéphane, ça va? Bonjour. On est accompagné par deux auditeurs silencieux qui sont Maxime Beretti, ton fils. Absolument. Qui a pris un poste dans la société après y avoir fait une alternance il y a un bout de temps. Il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Et Guillaume Rouard qui était en alternance il y a un an et qui aujourd'hui encadre déjà une équipe. Preuve que tu fais confiance et qu'on peut progresser dans le groupe. Oui, qu'on arrive à attirer des jeunes diplômés ambitieux et leur faire du management assez rapidement. Formidable. Ils sont avec nous, ils nous écoutent, donc j'espère qu'on dira pas trop de conneries. Vous aviez, chères auditrices, chers auditeurs, beaucoup aimé cet épisode qui sortait un peu du lot par rapport à la trame habituelle des épisodes du panier. Store et Rideaux, c'est une boîte que tu as rachetée il y a un bout de temps, rappelle-moi l'année. Alors en fait, j'ai racheté Sodiclair en 2006, qui était une société qui fabriquait des stores et des rideaux. Et nous avons créé storeetrideaux.com en 2008 suite à la crise qui nous était tombé dessus et il fallait trouver une solution pour sauver le groupe. Et donc c'est là où on s'était lancé dans le digital avec storesdetrideaux.com pour mettre des stores et des rideaux à la disposition des particuliers. Alors on en reparle dans 3 minutes, ça fera partie du premier sujet qu'on abordera. Mais c'est un super épisode que vous avez beaucoup aimé, c'est l'épisode numéro 82 qui est sorti en mars 2021. Dans lequel effectivement tu me racontes pourquoi et comment le digital a permis de donner un nouveau souffle à cette société, une nouvelle trajectoire. Tu me corrigeras, je te vois hésiter, mais tu me corrigeras dans une seconde. Pour aujourd'hui, en fait, s'inscrire dans une stratégie de groupe, et c'est le deuxième sujet qu'on abordera, puisque tu as un groupe à mission aujourd'hui qui est de valoriser les savoir-faire, le patrimoine des territoires. Tu le diras mieux que moi. On parlera du coup de la première société de ce groupe que tu as racheté. On en avait un peu abordé le sujet, en tout cas il y a 2 ans, mais c'est une boîte qui fait des spots, qui est à côté de Dreux et qui fait les meilleurs spots du monde, garantie 10 ans, alors qu'aucun spot n'est garanti 10 ans aujourd'hui. Absolument. On parlera du digital et de la distribution et de son évolution depuis 2 ans, et puis on ouvrira sur des sujets plus de ce que j'aime bien faire dans les catch-up, de pilotage d'entreprise. Vous êtes plus de 100 personnes aujourd'hui. Ouais. Codir, 109, l'admin, et puis la direction que vous prenez. Je serais curieux d'en savoir plus. Ça nous fait un beau programme. Absolument. Je suis très heureux de te recevoir. Moi, je suis très heureux d'être là. Ce qui était intéressant, ce qui m'avait marqué aussi dans ce premier épisode, c'est que t'avais goûté à plusieurs secteurs dans ta vie professionnelle avant Stores et Rideaux, Sodiclair, les jeux vidéo, l'informatique familiale, les télécoms, que des secteurs tech en forte croissance avant de racheter Sodiclair. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. C'est-à-dire que j'étais dans des secteurs qui étaient en forte croissance, mais qui représentaient surtout des ruptures, si tu veux. Atari, c'était les premiers ordinateurs familiaux, la musique. Il n'y avait pas d'ordinateurs familiaux avant. Il y a eu les jeux vidéo. Après, tu arrives
dans les télécoms. Et les télécoms, c'est la période de la déréglementation, sachant qu'on a lancé le mobile en France, qu'on connaît les premiers nouveaux opérateurs. Donc tout ça, si tu veux, ça, c'est des expériences qui sont intéressantes, qui me serviront d'ailleurs dans la suite sur le plan technique, mais qui m'ont surtout préparé à affronter des scénarios de rupture ou à mettre en place des scénarios de rupture quand tu es confronté à des changements brutaux et rapides. Ok. Ce qui s'est passé en 2006, 2007 avec Sodiclair et la crise des subprimes à l'époque, Absolument. où vous avez dû vous transformer. Alors, on va pas refaire l'épisode, mais je pense que c'est quand même intéressant d'en parler dans les grandes lignes. C'est un beau rachat, apporter du changement sans bouleverser une entreprise existante, un savoir-faire qui est présent, prouvé. Ouais, c'est une super boîte. On rachète en 2006 auprès de Madame Billy l'entreprise Sodiclair, une super femme avec qui j'ai encore des relations toutes les semaines, hein, on se voit encore. Et une très belle boîte qui fait des stores et des rideaux sur mesure pour les collectivités et les entreprises. Un très beau modèle, une boîte qui est saine. Et donc qui est vraiment implantée dans les territoires, hein, c'est-à-dire en pleine campagne. Donc je rachète cette Notonville. Notonville. Ouais. Et donc je rachète cette société. Et en fait, on est confronté 2 ans après à la crise des subprimes. Donc évidemment, on a de la dette, en veux-tu, en voilà, sur le dos, parce qu'il fallait racheter cette société. Mais surtout, c'est une belle boîte. Donc c'est une boîte qui est solide, mais qui a un modèle qui est un peu en péril parce qu'on connaît cette crise qui nous touche vraiment. Et donc là, on se pose la question de savoir comment on fait pour préserver ce savoir-faire, tout en préservant surtout l'ADN de la boîte, c'est-à-dire faire des stores et des rideaux sur mesure, en cycle court, de grande qualité et en France. Et c'est là où on décide, un peu par la force des choses, hein, parce que faut pas se la raconter non plus, de créer Store et Rideau, le premier site français de store et rideau sur mesure vers les particuliers. Et c'est comme ça qu'on se lance en 2000. On travaille de 2009 à 2011, et en 2011, on lance le site. Préserver l'ADN de la boîte, tu l'as dit, fabrication française, cycle court, qualité au top. Et du coup, vente en direct, mais avec cet enjeu de sauver la boîte lors de cette crise. Oui, parce que là, c'était vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'était de se dire, on perd près de 30% de notre business instantanément. Hein. Les collectivités ont plus d'argent, le marché du bâtiment s'effondre, les entreprises sont confrontées à des difficultés. Donc nous, on perd 30% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est pas viable, quoi. Donc il faut vraiment qu'on sauve la société. Donc première étape, sauver la société. Ouais, sauver la société et puis garder tout l'outil, parce que si tu gardes pas l'outil, t'as aucune chance de la sauver. C'est-à-dire, une PME, quand elle est en difficulté, si elle commence à licencier, c'est qu'elle est morte. Donc nous, il fallait pas qu'on licencie, il fallait qu'on ramène du business. Le deuxième enjeu, c'était d'apporter un développement, une perspective vers l'avenir. Alors ça, c'est ce qui s'est passé après. Ouais. Je pourrais te dire qu'on l'avait anticipé, mais pas du tout. En fait, d'abord, t'es dans l'urgence, non ? On est dans l'urgence, on espère que ça va marcher. Comme beaucoup de sociétés aujourd'hui, fin 2022. Bien sûr. On est dans l'urgence, et tout le mérite revient à ce que j'avais expliqué à l'époque, c'est tout le mérite revient à la société qui est de suivre. C'est-à-dire qui est de dire on veut se battre tous ensemble pour sauver la boîte. Même si tout le monde ne comprend pas exactement l'enjeu de l'Internet ou a des doutes. Le sujet, c'est que tout le monde se bat pour sauver ça, pour sauver la boîte. Donc la boîte est sauvée parce que Store et Rideau marche, décolle, petit à petit, mais décolle. Et au bout de quelques années, ça devient plus qu'une opération de sauvetage, ça devient une opération de développement, un vrai sujet de développement, et qui nous permet d'embaucher, puisque c'était quand même la finalité de tout ça, et de créer une société solide. Une société solide, apporter du changement sans bouleverser aussi. Parce que tu as un savoir-faire qui est ça, c'est existant. Ça, c'est un sujet qui est très important. Quand tu reprends une entreprise, je l'avais développée à l'époque, si tu la reprends, c'est que tu la trouves bien. Donc tu la casses pas. Tu essaies juste d'apporter ta pierre à l'édifice, tu as de la valeur ajoutée. Mais d'abord, tu regardes ce que les gens ont fait. Elle existait quand même depuis de nombreuses années, c'est une belle boîte. Donc tu casses pas tout. T'écoutes, t'apprends et t'apportes. Hyper intéressant comme sujet, hyper compliqué aussi. Je prévois une série spéciale d'ailleurs sur le rachat de e-commerce. Nous, on s'est cassé les dents là-dessus. Hein. Un truc qu'on a racheté et qu'on a justement pas changé assez, je pense. On avait des pistes de développement, on voulait faire ça en douceur, et je pense qu'on l'a fait trop doucement, pas assez vite. Mais tu vois ce curseur entre... Tu as parfaitement raison. Il faut pas que tu arrives en voulant dire je vais tout révolutionner, machin, parce que ces gens-là, d'abord... Au début, tu as une phase où il faut que tu arrives à gérer cette ambiguïté qui est de dire je suis pas là pour tout casser, donc je vais écouter, je vais apprendre de ce que vous avez fait,
mais c'est moi qui vais donner le rythme de ce qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire que c'est à la fois avoir un projet de développement tout en étant capable de le construire à partir de ce que la boîte a fait, en respectant profondément le savoir-faire de la boîte. Mais il faut trouver le bon curseur. C'est-à-dire que si t'es trop mou, ça marche pas. Et si t'es trop brutal, ça marche pas non plus. Donc ne pas tout casser, mais donner un rythme. Là, c'est ton rôle. Je veux dire aussi, c'est ton rôle de mettre le rythme. Et donc c'est un modèle de développement et qui donne lieu du coup à la naissance ou à ce groupe qui existe aujourd'hui. Oui, alors là aussi, je pourrais t'expliquer que j'avais tout prévu, mais pas du tout. En fait, si tu veux, ce serait trop beau et trop simple. Ouais, si la recette existait, mais ça serait bien pour mon CV, ça serait cool. Mais non, l'idée est simple, c'est que tu gères l'urgence, tu découvres un modèle et tu t'aperçois que, enfin, tu découvres par exemple une situation, tu la gères, ça fonctionne, et après tu te poses la question, mais et si ça devenait non plus un sauvetage, mais un modèle de développement? Multi-expertise ou multi-activité? Ouais, donc là, tu analyses complètement ce que tu fais, ce que tu apportes au marché, pourquoi ça a marché, parce que c'est ça qui compte aussi, c'est-à-dire la proximité avec les clients, des produits bien fabriqués, une tradition des territoires au niveau de l'artisanat ou de l'industriel, et tu te dis, et les gens qui aiment bien avoir des produits de confort, et quand tu mets tout ça dans l'équation, derrière, tu te dis, mais est-ce que je peux pas continuer à déployer ça et en faire une vraie stratégie de développement, c'est-à-dire un modèle. Un modèle. Et d'où le groupe? D'où le groupe, parce qu'en fait, comme à tous ces moments-là, il faut du bol. Donc à ce moment-là, j'ai de la chance. J'ai un monsieur qui travaille à la chambre de commerce, qui s'appelle Monsieur Ducrot, qui est un amoureux des entreprises de son territoire et qui se bat sans arrêt pour que les transmissions se passent bien. Il y a la moitié des boîtes qui vont être confrontées à des dirigeants qui partent en retraite. Je crois que c'est des sujets qu'il ne faut pas oublier. Et qui me contacte un jour parce qu'on se connaissait, il me dit « Biretti, j'ai une petite boîte qui correspond exactement à ce que vous avez envie de faire. » Et du coup, on la rencontre, on en parle, elle coche toutes les cases. Elle a un savoir-faire incroyable, elle est sur les territoires... Alors sur les territoires, c'est toujours en Eure-et-Loire, c'est ça? Alors c'est en Eure-et-Loire, ouais, absolument. Et c'est une société qui fabrique des spots LED incroyables. Pourquoi incroyables? Parce que d'abord, ils sont d'une qualité exceptionnelle. Ils sont garantis 10 ans, ce que personne ne fait aujourd'hui, même si on t'annonce ils sont garantis 10 ans, et ils sont surtout réparables à vie et totalement personnalisables. Donc en fait, on trompe cette pépite, qui est une toute petite société, qui arrive à être sur 5 personnes, c'est personnes, ça et qui existe depuis 40 ans, qui a d'ailleurs à l'époque développé des brevets sur l'halogène et toutes ces choses-là. Donc il y a un vrai savoir-faire industriel, artisanal, qui ne sait pas vendre, qui stagne avec un tout petit chiffre d'affaires, 500 000 €. Tu vois. Et c'est exactement le genre d'entreprise qui doit intégrer le groupe parce qu'on sait lui apporter quelque chose. Encore une fois, on lui apporte quelque chose. C'est quoi le deal, justement? Alors, je parle pas du rachat. Ils savent faire, ils ont le savoir-faire, ils existent, ils ont la légitimité parce qu'ils sont là depuis 40 ans. Ils ont les brevets, le cas échéant. Et toi, qu'est-ce que tu apportes à la table? J'apporte. D'abord, je vais les sécuriser, puisque comme on s'est développé, on est une société assez solide. Et je vais leur amener une dynamique et un projet, surtout. Un projet qui est de se développer dans le digital, qui est de structurer le marketing. Parce que toutes ces petites PME, si tu veux, elles ont souvent la technique. Ce qui leur manque, c'est quoi? C'est le marketing et le commercial. Mais la technique, elles l'ont, puisque c'est leur fonds de commerce. Et donc, on est sur un marché qu'on connaît bien. C'est comment on amène du confort aux gens. Les stores et les rideaux, ça t'amène du confort contre la chaleur, contre la lumière, pour te protéger des regards indiscrets. Et la lumière, le spot, ça te permet de vivre dans une pièce de façon confortable parce que ça t'éclaire bien. Donc on est dans notre... Elle coche toutes les cases, elle est dans notre marché, elle a les savoir-faire, et donc nous, ce qu'on veut, c'est la développer. Il faut faire connaître, à l'époque où sur le spot, tu n'importes quand même à 90% que des produits venus d'Asie, voire de très très loin. Nous, on se dit, mais c'est génial de pouvoir avoir une société qui va proposer des produits de super qualité qui sont fabriqués en France. T'as une demande? Le monsieur Ducrot, c'est ça? Oui. Se décarcasse. Pardon, excuse-moi. Facile, chers auditeurs, je vous prie de m'excuser. Efficace. C'est la fin d'année. Monsieur Ducrot te propose une boîte. Toi, tu as les fondamentaux qui sont là. Ouais. Mais le marché, tu vas regarder un peu c'est quoi ton process? Non. Quoi, du gut feeling? Mais ouais, parce qu'au bout d'un moment, si tu veux... Au bout d'un moment, tu fais des études et tu arrives à une conclusion où tu as autant de raisons d'y aller, de pas y aller. Or moi, cette boîte, j'ai envie de la reprendre et j'ai envie de la développer.
Et à la base, elle n'est pas à vendre. On discute ensemble. Et c'est l'épouse du fondateur, qui est encore l'actionnaire majoritaire à l'époque, qui a 2 filles qui travaillent dedans quand même. Hein. C'est marrant les similitudes avec Sodicler, hein, puisque j'ai toujours les 2 enfants de Madame Billy qui travaillent dans la société. Et c'est ça aussi l'histoire d'une transmission. Et qui est de dire, voilà, encore une fois, t'arrives, la boîte, elle a un savoir-faire. S'ils t'expliquent techniquement ce qu'ils font, tu comprends rien. Mais rien. Parce qu'ils sont très forts. En revanche, tu sais ce que tu penses pouvoir leur amener. Et le deal, il se fait. C'est pas une affaire financière. C'est simplement de dire, voilà, ce qu'a construit votre papa et ce que vous développez, et vous surveillez, on va essayer de le développer ensemble. Donc c'est les enfants qui sont là, qui sont en commande à ce moment-là? Ah oui. Et qui s'inscrivent dans ce projet. Ils sont pas là dans une opération financière, oui. C'est ce que tu dis. Mais tu sais, c'est dur aussi quand tu as, ils ont une 40aine d'années, 42 ans, c'est 2 filles. C'est dur de te dire, est-ce que chaque année on va survivre, quoi? Il y a un moment où tu fatigues. Hein. Ben oui, c'est normal. Ouais. C'est normal. Et toi, tu vois le produit, parce que bon, à la base, je suis un homme de marketing, donc je vois le produit, je me dis, putain, mais ce truc est génial. Et tu dis, on va essayer de faire quelque chose. Tu peux pas laisser, t'as pas le droit de ça. Tu sais, c'est ce que j'ai dit à Ducrot lorsqu'il m'a présenté la boîte. Je dis, je comprends pas que cette boîte existe encore. C'est pour ça que je la veux. Parce que je pense qu'on peut en faire quelque chose. 500 000 € de CA en 2020 dans ces eaux-là? Ouais, on va faire 600 000 cette année. Ok. Très bien. 20% de croissance dans l'espace. Ouais. On commence seulement à mettre en place des choses. Et alors, mais attends, revenons. Donc, il te la propose. Gut feeling, pas forcément d'études. Ouais. Elle est là depuis 40 ans, donc il y a forcément un truc à faire. Ouais. Tu les sécurises, mais ils restent, puisque je crois qu'ils sont toujours au capital aujourd'hui. Oui. Ok. Ensuite, comment se fait l'intégration, la prise de contrôle, le pilotage? Alors, quel degré de liberté? Le pilotage, aujourd'hui, c'est que quand je me présente, avant de faire le deal, je leur explique le projet. Je leur explique le projet. Je leur dis, voilà, vous savez faire ça. Voilà ce qu'on va essayer de faire ensemble. Je leur présente tout. Elles n'étaient pas à vendre, hein, tu me dis? Non. Ok. Et elles acceptent. Donc, on fait l'opération. Après, il faut être tout à fait honnête. C'est pas simple pour elles. Parce que toi, tu reconnais leur savoir-faire technique, mais ça n'a pas quand même super bien marché pendant du temps. Donc, il faut aussi que les cultures se marient. Tu chamboules un petit peu tout. Quand tu es dans la technique, tu lances un produit parce qu'il te paraît bien. Donc, c'est valable dans 70% des cas. Puis, il y a des cas où le produit ne se vend jamais. Donc, tu te poses la question de savoir, bon, s'il ne se vend pas, il est peut-être très bien, mais si personne n'en veut. Donc, tu amènes quelque chose et tu fais adhérer des gens qui pendant des années, ont travaillé d'une certaine façon. Toi, tu amènes quelque chose. Donc, c'est pas facile. Mais on a construit un site internet, ça y est, il est en ligne, on a encore quelques ajustements à faire. On peut le donner, hein. Ah oui, c'est FD comme François et Dany. Comme Francis David, l'homonyme, enfin le patronyme du fondateur. Ok. Francis David, fdéclairage.com. Exactement. Et je pense que alors j'ai pas vérifié, mais si le SEO est bien fait, vous cherchez le spot français, ça se trouve. Normalement, j'espère. Je teste en live. Donc Francis, fdéclairage.com. C'est intéressant, c'est comme ces séances, tu sais, que tu fais. Alors moi, je suis pas marié et je suis pas pratiquant, mais que tu fais avant ton mariage, juste pour te mettre d'accord. Est-ce qu'on va bien dans la même direction? Est-ce qu'on s'est posé les questions de notre projet commun? Est-ce qu'on a un objectif commun partagé? Est-ce qu'on va dans le même sens? C'est intéressant parce que tu as une opération un peu de séduction à ce moment-là. Mais toujours quand tu rachètes une PME. Quand tu rachètes une PME, on n'est pas dans des deals délirants. Il faut déjà que les gens t'acceptent, à commencer par celui qui vend. Donc déjà, il y a une opération de séduction, il faut qu'il ait envie de te la vendre. Moi, Madame Billy, à une époque, m'avait clairement dit, il y a des gens à qui j'ai pas eu envie de vendre. Mais c'est normal. C'est la boîte que tu as créée, ou c'est la boîte que ton père a créée, ou t'as pas envie de la filer à n'importe qui. Mais c'est pareil dans l'immobilier, hein. T'as une belle maison de famille, tu la vends, t'as pas envie de la vendre à n'importe qui. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ça me paraît une évidence. Ok. Donc, vous vous plaisez, et ensuite l'intégration se fait. C'est une intégration de culture d'abord. C'est une intégration de culture, c'est une intégration aussi où il y a des choses, il y a des choses où l'adhésion est facile, puis il y a des choses où c'est un peu plus compliqué, ce qui est normal. Après, il faut voir aussi une chose, c'est que on n'est pas les mêmes que lorsque j'ai racheté Sodicler ou en 2008 lorsqu'on est confronté au problème. On a 10 ans d'expérience dans le digital. Donc, sans être arrogant, on a quand même quelques certitudes. Vous avez craqué quelques points de...
Oui, on a appris. À défaut d'avoir une expertise, on a une expérience et elle est réussie. Ça aussi, ça rassure. Enfin, si tu veux, ça rassure l'équipe en place, mais ça l'agace parce qu'on arrive quand même avec des choses où on bouge un petit peu. Et les points de friction, ça a été quoi ? Les points de friction, ça a été de faire du marketing plus que de la technique pure. C'est-à-dire que c'est de servir. En fait, il faut que la compétence technique serve le client à la fin. C'est ça qui a été le plus compliqué. C'est de se dire, c'est pas parce que tu as raison techniquement que le client il le comprend, il en a besoin et ça lui sert. C'est de remettre, si tu veux, tout le savoir-faire au service du client. Ça a été le premier point. Le service client, je veux dire qu'ils étaient bons. Sauf qu'il faut intégrer le fait que demain, c'est des particuliers, c'est tous ces gens-là. C'est quoi un panier moyen sur FD Éclairage ? Je dirais qu'aujourd'hui, je crois que c'est 450 €, un peu moins, 350 €. Ok, donc à 600 000 €, tu as 20 000 commandes, je dis une bêtise ? Oui, attention, ouais, c'est ça, à peu près. Okay. 20 000 commandes, un peu moins. Non, pardon, 2000 commandes. 2000 commandes. À 5, ils étaient efficaces quand même. Ah, ils sont super efficaces. Ok. Mais c'est ça la grande force des PME. C'est qu'ils sont super efficaces. En général, et on y reviendra tout à l'heure lorsqu'on va parler du management du groupe et de la gouvernance, pour parler avec des termes modernes, c'est que dans une PME, tout le monde est occupé à 100%, tout le monde file un coup de main, enfin, t'as pas de place pour l'inutile, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, à 5, ils sortent 16 000 spots par an, hein. Ouais, c'est très correct. C'est une belle performance. Ça suffit pas pour se développer, ça suffit pas pour pérenniser la boîte, mais c'est pas mal. Et du coup, le savoir-faire existe. L'engin, l'usine, la machine industrielle, industrielle, 16 000 spots, si on peut dire ça. Ouais, c'est un bel atelier. Ouais. Toi, ton enjeu, ça va être le marketing et la vente. Le marketing, la vente. Et du coup, les synergies, j'imagine, avec Store et Rideau aussi. Le confort des gens, hein, tu l'as dit tout à l'heure, s'éclairer, se protéger du soleil. Non, alors le fond, c'est le confort. Le confort. Nous ne faisons que des produits de confort et que nous destinons à des gens qui sont exigeants. C'est exigeant parce qu'ils veulent un produit adapté à leurs besoins. Personnellement, on peut faire un spot, nous, à la couleur que tu veux. C'est-à-dire, on a notre cabine de peinture. Donc, si tu veux un spot rouge et que tu as ton rouge, on te le fait. Donc, en fait, qui vont vouloir des produits personnalisés ou sur mesure, qui vont vouloir des produits bien fabriqués, en France, parce que beaucoup de gens ça compte, avec un niveau de service très, très, très élevé. Voilà, et qui sont assez regardants, si tu veux, sur ce qu'ils achètent. Et la façon dont c'est fait, et où c'est fait, et comment c'est fait, et voilà. Et du coup, le partage des compétences et des expertises entre les deux sociétés actuellement existe déjà. Ah bah oui. En termes de SAV, en termes de... Ok, vas-y, raconte-moi. Deux sujets, c'est-à-dire que l'équipe digitale qui s'est occupée de Store et Rideau, c'est l'équipe digitale qui s'occupe de site de FD. Hein. Ok. Donc Guillaume qui est avec nous ce matin, il n'est pas là-bas, mais normalement le mardi matin, il est en réunion avec l'équipe FD sur le site. Ça, c'est la première chose. Donc tout ce qu'on a appris, si on veut leur apporter, il faut bien mettre les gens qui s'occupent du site avec eux. Donc il y a ça. Ça, c'est extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est que la dirigeante de l'époque fait partie maintenant de notre codir du groupe. Codir du groupe. Oui, bien sûr. Par exemple, je vais te donner un exemple extrêmement concret. On est en crise énergétique. On a changé tous les spots des bureaux de Sodiclair. On met des spots de FD Éclairage. Je vais baisser 37% la consommation de l'éclairage dans les bureaux du groupe dans l'année 2023. Parce que toute crise est bonne, quelque part. Hein. Tu peux te poser des questions. C'est des accélérateurs de changement. Alors, c'est sûr que tu souffres, hein, parce qu'il y en a qui souffrent beaucoup plus que nous. Mais ça te fait te poser quand même quelques questions. Et donc, tu vois, par exemple, la première des synergies, c'est ça. C'est Marilyn, elle est arrivée, qui est dirigeante de FD Éclairage. Elle nous a dit, mais votre éclairage, ça va pas. On va faire ça, 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 ça. On a fait ça, 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 ça. Et voilà. Les gens voient mieux, sont plus confortables et tout ça. Il paraît que ça abîme les yeux, les mauvais spots, les mauvais LED. Oui, mais je ne veux pas rentrer dans la technique, ouais. On ne se rend pas compte de l'importance de l'éclairage. Tu sais, nous, on garantit nos spots 10 ans, mais faisons le calcul. Combien de fois tu changes une ampoule d'un spot médiocre? Les ans, j'ai l'impression. Enfin, ouais, c'est ça. Mais pourtant, c'est annoncé pour 30 000 heures. 10, 20, 30 000 heures. Ouais. Nous, on va les garantir 10 ans.
et on s'engage à les réparer à vie. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Alors, c'est totalement anachronique, hein, mais c'est notre conviction. C'est qu'aujourd'hui, on est là pour vendre. Alors, accessoirement, quand tu as fait ton installation et que tu as mis des spots, si tu en as un qui grille, tu es peut-être content de ne pas avoir à tous les changer. Si tu peux renvoyer ton spot pour qu'on te remette une puce et qu'il rééclaire à nouveau, c'est pas mal aussi. Ça s'inscrit dans l'air du temps. Je rentrerai pas dans les détails de la qualité de l'éclairage, mais c'est un vrai sujet. En tout cas, c'est notre conviction. C'est-à-dire qu'en France, on fait des beaux produits. On est capable de faire des beaux produits. Ce qu'il faut, c'est que, et on peut les faire dans des PME sur nos territoires. Il faut juste qu'on apprenne à les amener chez les clients. À un certain coût. À un certain coût. Mais que tu répercutes du coup sur enfin, qui explique la qualité. Alors après, tout est dans l'analyse du coût. C'est-à-dire que si tu compares le prix de ton spot que tu achètes au prix du spot que tu vas acheter made in China, facialement comme ça, c'est sûr. Mais si tu es une entreprise et que tu dois avoir les coûts de remplacement de ton ampoule, où tu fais venir 3 fois quelqu'un, plus 3 fois le prix de l'ampoule, ou tu es un particulier, c'est la même chose. Si tu mets tous les coûts dans la balance, au bout d'un moment, pose-toi la question. Justement, en parlant de marketing et de communication autour du produit, le spot, c'est pas évident. Si tu t'adresses à des particuliers, il y a une part d'éducation à faire, non, d'évangélisation? Oui, bien sûr. Tu as raison. C'est exactement ça. C'est d'expliquer que la lumière... Alors, les gens comprennent que la lumière, c'est important, et tu comprends assez vite que la lumière et le confort, c'est deux choses qui sont étroitement liées. Quand tu es dans une pièce et que tu es mal éclairé, pour lire, c'est pas très pratique. Tu vois, tout ça, tu le comprends assez vite. Ce qu'il faut expliquer, c'est que derrière la lumière, il y a plein de produits et qu'il faut pas se tromper de produits. Mais c'est tout le travail. Je veux dire, c'est tout notre boulot de marketing. C'est-à-dire que si t'es pas capable de l'expliquer, t'existes pas. Donc c'est tout notre travail. C'est tout le travail du marketing, d'arriver à convaincre, parce qu'il faut convaincre. Hein. C'est pas parce que tu as un bon produit que voilà. Et tu connais si le marketing marche, ce que je te souhaite, vous allez continuer à faire de la croissance. La capacité de prod de l'outil aujourd'hui, tu m'as dit 16 000 par an. Est-ce qu'il y a de la marge pour la croissance? On embauchera. L'outil il permet de faire des choses, et puis si on embauchera. C'est le projet. Ok. Je te rappelle la mission du groupe. La mission du groupe. Alors tu me le rappelles pas parce que tu me l'as pas encore dit au micro, mais je veux bien que tu me le dises. La mission du groupe, c'est quand même de promouvoir et de fabriquer des produits personnalisables qui sont destinés au confort des gens, d'accord, dans les entreprises. Oh là, je l'ai même pas en tête, dis donc. Française en tout cas, mais non. L'idée simplement, c'est de promouvoir la fabrication dans des PME françaises de produits de confort personnalisables que l'on distribue en direct auprès des clients, avec une finalité qui est de créer de l'emploi dans le territoire. Formidable. Mais je l'ai mal dit, je sais que je vais me faire engueuler parce que j'ai bafouillé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a Maxime et Guillaume qui nous regardent avec des gros yeux. Oui, je sais. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, on peut embrayer sur le groupe et la mission du groupe. Et en fait, on est parti d'une opération de sauvetage finalement en 2008 de Sodiclair à aujourd'hui un modèle de développement et une approche globale sur un groupe qui fait. Alors, je l'ai pas dit en intro. Mais ça me permet de le rappeler. 105 personnes à date, ça je l'ai peut-être dit. Mais surtout, quand on s'est vu, c'était une douzaine de millions de CR en 2020. Aujourd'hui, 15 sur le groupe. Ce qui fait 20% de croissance. En gros, 25% de croissance en 2 ans. Très bien. La croissance, c'est un enjeu, non? Tu pousses fort. C'est quoi ta priorité? C'est un enjeu pour une raison majeure. C'est que si tu progresses pas, si tu n'es pas performant, tu n'existes plus. Donc tout ton projet s'effondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, si ton objectif, ce qui est le nôtre, c'est de promouvoir l'industrie des territoires et notamment des PME de nos territoires pour créer de l'emploi, si t'es pas performant, grosso modo, si tu ne génères pas des résultats, ton projet s'arrête. Voilà. La question, c'est qu'il faut être performant. C'est tout. Après, tu as les valeurs qui sont associées à ça. Les valeurs qui est d'atteindre, de viser l'excellence produit, de servir les clients et de partager leur succès. Parce que sinon, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'on est super heureux. On a mis en place la participation, l'intéressement. Peut-être que demain, on pourra mettre l'association des gens au capital. Peut-être, ça sera un sujet. Mais encore une fois, si tu réussis pas, si tu n'es pas performant, tout derrière s'effondre.
Je me permets d'interrompre rapidement cet épisode pour vous rappeler que chez Cosa Vostra, on est obsédé par l'expérience et le parcours client. Un bouton mal placé, un script qui charge mal, une troisième image produit, et hop, ce sont des frictions qu'on efface et du taux de transformation qui augmente. Chaque centimètre compte. Alors pour savoir si vous avez besoin de notre baguette magique pour pimper votre shop, on a mis en place un audit de perf avec un objectif simple, passer en revue plus de 150 points de contrôle, UX, UI, tech, logique, nombre de clics, et j'en passe, pour identifier les frictions justement et vous proposer des actions ultra concrètes pour développer vos ventes et améliorer votre conversion. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire lepanier@cosavostra.com. Et pour le mois de janvier, exceptionnellement, nous faisons une remise de 20% avec cet audit proposé à 4 000 € au lieu de 5. Écrivez-moi. J'entends, mais j'ai dit 25% de croissance en 2 ans, ouais. Entre ça et un 70 parce que tu aurais poussé à mort sur la vente, ou un 10 mais tu te serais focalisé sur la marge. Tu vois, il y a un curseur. Hein. Comment D'abord, il faut pas oublier une chose, c'est que tout ce qu'on vend, on le fabrique. Donc ça sert à rien de vendre si t'es pas capable de le fabriquer, sans dégrader ta qualité de fabrication ni ton service au client. Donc ça t'apprend à être raisonnable. Et c'est une croissance que l'on veut solide et maîtrisée. Donc voilà, on a fait 25% de croissance, et je peux te dire que on s'est quand même bien défoncé pour le faire. Est-ce qu'on aurait pu faire plus ? Peut-être, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ce qu'on l'a fait, on l'a bien fait, et que ça a rapporté aux salariés, à nos partenaires fournisseurs, et qu'en tout cas, on a pu le déployer dans le respect de nos valeurs et de notre stratégie. Et bon, voilà. Mais moi, si je fais 25% tous les 2 ans avec création d'emplois et tout le tralala, ça me va bien. Tu remplis ta mission. Bah oui. Ok. J'aspire pas à plus, quoi. Ok. Je t'ai demandé s'il y a eu des frictions avec FD Éclairage. Est-ce que tu as des doutes, des craintes ? Est-ce que il y a des points sur lesquels tu te dis là, il y a un risque ? En termes d'intégration, de développement, en termes de... Quelqu'un m'avait dit un jour, il faut toujours acheter plus gros que soi. Ensuite, tout le monde a un avis sur tout, et tout le monde a un avis, mais... Je suis pas sûr qu'il y ait de règles. Enfin, en tout cas, moi, je garderais bien d'ordonner. D'abord parce que j'ai pas l'expérience suffisante. Je pense qu'il faut surtout acheter des gens avec qui tu penses pouvoir t'entendre et pour lesquels on a des valeurs communes. Après, qu'on ait des frictions sur des détails de mise en œuvre, c'est que dalle, ça. C'est pas important. Ça se règle. Et tu sais ce qui règle tout ? C'est la réussite. On peut ne pas être d'accord sur une façon de faire. Si à la fin ça a marché, tout le monde va bien. Mais tu sais, c'est pareil dans le sport. Et donc le sujet, c'est celui-là. C'est de respecter l'autre, d'écouter l'autre, mais à un moment, et puis moi je suis là pour décider. Hein. À un moment, on décide. Ce qui règle tout, c'est la réussite. Bah, bien sûr. C'est plus facile de se prendre la tête quand ça va mal que quand ça va bien. Bah, bien sûr. Et voilà, et de savoir et de valoriser les premiers succès qu'on a eus. Et c'est vrai que c'est pas facile quand tu vends ta boîte à quelqu'un et que tu la vends non pas parce que tu as décidé de partir à la retraite, mais parce que c'est un peu dur, que tu veux la sécuriser, il faut se mettre à la place des gens. Donc je le comprends. Il faut pas être arrogant, mais il faut être ferme. Parce qu'à un moment tu es là quand même pour développer le projet. Donc Du coup, on se préoccupe du confort des gens avec une montée de compétences et d'expertise en interne quand tu le peux, parce que tu formes ou tu lances des nouveaux produits, ou en externe, en build-up, comme tu l'as fait avec FD Éclairage. Ça devient une stratégie de groupe. Absolument. Tu peux me raconter où vous allez, ce que vous allez en faire, quels sont les sujets sur lesquels... En fait, je sais pas. En fait, on a une stratégie, qui est de dire... Soyons à l'écoute de toutes les entreprises, les PME, les PMI qui travaillent sur ce segment-là, qui est le segment du produit fabriqué en France, sur mesure, qui coche toutes les cases, c'est-à-dire un produit sur mesure, de qualité, qui vise à améliorer le confort. Donc ça, on regarde ça, mais on n'est pas arc-bouté là-dessus en permanence. On réfléchit sur quels sont les segments qui pourraient être proches de ceux que nous adressons aujourd'hui. Mais on a beaucoup de produits sur lesquels on travaille qui sont des produits qu'on va faire nous-mêmes, où on va acquérir des savoir-faire. Acquérir de la compétence. Voilà. En interne. Si tu veux, un des axes de la stratégie, c'est de maîtriser des savoir-faire fondamentaux, industriels, parce que ça, c'est l'ouverture vers tout un tas de produits. Je prends un exemple, la couture. Quand tu maîtrises la couture... Ce qui est le cas pour faire des rideaux. Absolument. Mais tu fais des stores bateaux après. Tu fais des coussins. Tu peux faire des matelas. Tu peux même faire des jetés de lit. Tu peux faire plein de choses avec ça. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as une dynamique, où tu as une clientèle,
où tu la traites bien, où tu as des savoir-faire de commercialisation, quand tu as le savoir-faire industriel, tu as plein de choses que tu peux faire. Il faut simplement que le produit que tu as prévu de faire rentre dans les règles que tu t'es fixées. Rentre dans les règles et qu'il y ait une certaine logique bien sûr, pour le bien sûr, tu consommateur vas final. pas faire n'importe quoi. Je ne vais pas faire de l'agroalimentaire demain, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des LED ou la technologie qui permet de construire des LED? Ah bah tu peux faire plein de choses. Tu peux faire des luminaires décoratifs, mais qui en plus éclairent bien et proprement. Et tu peux les intégrer dans des produits connexes. Des LED dans des rideaux? Non, des LED dans des stores, des produits connexes. Tu veux pas m'en dire plus? Je le vois sourire. Non, je vais pas t'en dire plus aujourd'hui parce que d'abord parce que je vais me faire engueuler par plein de gens mais il y a plein de pistes. Ok. Mais si tu veux, c'est aussi parce que tu as ces savoir-faire. Tu vois, moi j'aimerais. On réfléchit sur le travail du bois, le travail du métal. Est-ce que c'est des savoir-faire fondamentaux sur lesquels, après, avec du marketing, avec de la réflexion, tu peux faire plein de choses. Mais dans cette logique de groupe, tu me parles aussi souvent de territoire ou de France. Oui. Ça reste et restera une priorité. Ouais. Ok. Oui. Donc une excellente entreprise en Espagne ou au Portugal qui est dans un produit. Non. Ok, non. Et tu sais, on a été souvent tenté d'intégrer à notre base, à notre catalogue, des produits. Non. À un moment, il faut aussi que tu sois clair. C'est-à-dire il faut être. T'as un ADN, c'est ce qui fait ta force. Il faut le respecter. Si tu le respectes pas, tu te perds. Et donc nous, non, ça sera du fabriqué en France. Après, ça, c'est une conviction, c'est un choix, qui est de dire aujourd'hui, on a sur nos territoires plein de savoir-faire. Encore une fois, je te recite un chiffre que je te donnais tout à l'heure. C'est le nombre d'entreprises qui vont être confrontées à une transmission parce que le dirigeant va partir en retraite. Et ce chiffre était de? Moi, on m'a dit c'est 50% des entreprises du territoire d'Eure-et-Loir. C'est ce que me disait Monsieur Ducrot. Le fameux. Ouais, mais ça fait peur. Non, mais c'est important. 50%. Tu me demandes quelle est la stratégie. Je te donne les grandes lignes de la stratégie. J'avais pas prévu il y a 3 ans ou 2 ans qu'on s'est vu d'acheter une boîte de spot. Enfin, si, en l'occurrence, si, mais 2 ans avant, je le savais pas. Donc, il faut aussi être ouvert sur les opportunités. Il faut avoir une guideline, il faut avoir un ADN, mais il faut aussi être ouvert aux opportunités qui vont se présenter. Voilà. Il faut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, je ne sais pas exactement comment sera le groupe demain, mais je sais l'orientation que je veux lui donner. Et je sais la dynamique qu'on veut créer, je sais les valeurs qui sont les nôtres. Ça ne changera pas. Je fais une parenthèse, mais tu sais qu'on a lancé on a un startup studio chez Causa Vostra. On lance des boîtes. Orso Media, par exemple, qui est un label de podcast indépendant et qui représente entre autres le panier, mais une trentaine d'autres podcasts en fait partie. Et on a lancé récemment Alvo Market. C'est alvo.market, chers auditrices, chers auditeurs, qui est une place de marché pour faciliter la transmission d'entreprise. Donc ça ne remplacera jamais un Monsieur Ducrot, mais ça permettra peut-être dans certains cas, tu vois, d'aller trouver des business à racheter. Le bon coin du business, en gros. Bah, c'est une super idée. Il y en a d'autres qui existent, Fusac, vieil acteur. Ouais. Mais là, on essaye de dynamiser, d'aller plus vite dans cette approche. C'est un vrai sujet, ça, parce qu'il y a des dizaines de milliers d'emplois derrière. Exactement. Il y a 50% des boîtes d'Eure-et-Loir qui vont... Ouais. Et t'as d'autres choses, t'as des savoir-faire qui vont se barrer, sinon. Et puis, t'as aussi... nous, on a créé, je te dis, dans l'usine, on a créé 50 emplois. T'as des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, qui ont envie de rester sur leur territoire. Donc, à un moment, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Tu vois, un des axes de développement dont on n'a pas parlé à l'époque, ça n'existait pas, c'est aujourd'hui, nous attirons des profils dans notre campagne de jeunes qui font des études supérieures dans le marketing, dans le digital. Guillaume, on parlait de Guillaume tout à l'heure, c'est exactement ça. Ça veut dire que il y a une appétence de ces jeunes pour des PME. Non, mais c'est super ce que tu dis. Il y a vraiment une dynamique sociétale qui est, on en a marre de bosser dans les grandes villes, on aimerait bien les bosser en province, sauf que quand t'es sur un métier un peu pointu, en vrai, t'as beaucoup plus d'opportunités dans une grande ville que en province. Donc c'est... Faudra m'expliquer ce que c'est qu'un métier pointu. Ouais, pardon, excuse-moi. C'est vrai que mais c'est présomptueux. Quand tu intègres un chef de produit dans une PME comme la nôtre et que tu lui dis demain tu lances un produit, mais tu vas pas lancer le produit que le siège t'a demandé de lancer ou que la maison mère, c'est tu vas dans l'usine et tu le conçois avec les gens de l'usine et tu nous crées l'offre de A à Z. Moi, je trouve que c'est assez pointu en termes de marketing. Non, je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve que c'est assez pointu. Tu as tout à fait raison. Et donc voilà. J'avais mon prisme digital tech, mais tu as raison aussi. Mais voilà. C'est que si tu arrives à marier ce que nous on a fait, et je pense que c'est une des clés de notre succès, on l'a même peut-être pas fait exprès, c'est de marier le traditionnel et le digital.
Et ça, c'est peut-être le succès. Donc moi, je cherche des produits traditionnels, des produits de qualité, et de les développer dans le direct. Tu cherches. Comment tu cherches? Est-ce que tu es en veille permanente, en veille passive? Tu écoutes? En veille permanente, parce que tu parles avec Monsieur Ducrot de temps en temps? Ouais, Monsieur Ducrot, ouais. Et qui, lui, est un monsieur qui travaille avec les autres responsables des autres chambres de commerce des autres régions. Mais donc, c'est ça ta piste, c'est les chambres de commerce, principalement? C'est aujourd'hui celle elle marche. Pour l'instant, je m'en sers. Okay. Et en plus, tu sais, là aussi, ça dépend des hommes. Ça dépend des hommes qui sont à la tête du département transmission des entreprises dans chaque chambre de commerce. Là, on a la chance d'avoir quelqu'un il est un peu comme nous, que c'est un évangéliste de la transmission d'entreprise. Bon, bah, moi, je dis très bien. Je dis que c'est très bien. Et lui, il y croit. Après, c'est un professionnel, hein, parce qu'il a fait ça à titre. Donc, tu vois, c'est pas quelqu'un que t'as mis là parce qu'il faut qu'il y en ait un, quoi. C'est quelqu'un qui l'a mis là avec une vraie compétence et un vrai besoin. Alors, pourquoi est-ce que FD, il te l'a proposé à toi? Entre autres, j'imagine, mais pourquoi à toi? Bah, parce que je pense qu'il a pensé lui aussi qu'on s'entendrait bien. C'est ça son rôle aussi. Un marieur. Bah ouais. Bah ouais. C'est un wedding planner des entreprises. C'est ça. Non, mais je pense que c'est des gens qui sont souvent dans l'ombre, mais qui sont. Il me disait, je crois qu'il fait quoi? Il arrive à faire une dizaine de rapprochements par an, une dizaine ou une douzaine. C'est bien, c'est beau. C'est bien, c'est pas suffisant. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il va y avoir du boulot dans les temps qui viennent, ouais, évidemment. Mais, okay. Est-ce que tu vois déjà, donc c'est 2 boîtes pour l'instant, d'autres projets qui arriveront certainement? Ouais, je crois que tu me réinvites. Je te vois sourire. Sur quoi tu vas trouver de la synergie? Tu me parles souvent du service client. Bah, tu me vantais celui de Stores et Rideaux, tu m'as dit que celui de FD était exceptionnel aussi. Ouais. C'est ça l'un des éléments. Nous, on est positionné autour de produits de confort, hein, qui améliorent le confort des gens, aussi bien au travail qu'à la maison, puisqu'on a une force de vente directe qui vend dans les grandes entreprises aussi. Quand tu vends le confort, il faut aussi que le premier des conforts, c'est le lien que tu crées avec tes clients, c'est la capacité que tu as à bien t'occuper d'eux. Donc ça, je pense que c'est majeur. C'est majeur aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui est capable de répondre, de conseiller. Donc oui, la synergie, elle est là. Il y a quelqu'un qui te fait confiance. Parce que tu lui as vendu des stores qui répondent à leurs besoins, parce que tu as pris le temps de l'écouter. Si tu lui dis demain, écoutez, il y a l'éclairage aussi, je vais avoir la même démarche avec vous. Parce que, dans chaque domaine, je suis un spécialiste. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'en fait, le groupe qu'on est en train de construire est une addition de spécialistes qui ont des valeurs et une mission commune. Mais c'est d'abord une addition de spécialistes. C'est-à-dire que l'équipe de FD Éclairage et le support client, il est incapable de répondre au store ou au rideau. Pas plus que le service client de store et rideau est capable de répondre. Donc, on est une addition de spécialistes qui travaillons ensemble avec un objectif commun, c'est d'améliorer le confort des gens. Une stratégie commune, c'est de nous développer en mettant en valeur le savoir-faire des territoires et des valeurs communes. Mais c'est ça, notre groupe, c'est une addition de compétences dans un projet cohérent. Alors, je parlais tout à l'heure du Made in France. Tu aurais pu ajouter à ton catalogue d'autres produits Made in France, mais toi, tu veux maîtriser la fabrication. Alors, on a un petit slogan en interne, c'est vendre des produits français, c'est bien, les fabriquer, c'est mieux. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire parce que moi, j'aime assez porter le risque de ce que je fais. Et quand tu fabriques, tu portes le risque. Hein. Tu portes le risque de l'outil industriel, tu portes le risque de l'embauche des collaborateurs, tu prends le risque de tous les pépins que tu peux avoir sur les appros et la fabrication. Mais tu as la marge qui te permet de bien traiter les gens et de répondre et d'avoir un service client, parce que ça coûte de l'argent, un service client, faut pas se raconter d'histoire. Donc si tu veux faire un truc bien, il faut de la marge. Si t'as pas de marge, tu peux pas payer correctement du service client, tu peux pas avoir des plages d'ouverture importantes, tu peux pas avoir des gens que tu formes qui sont au top de la compétence. Donc voilà, donc c'est ça le sujet, c'est maîtriser ta chaîne de valeur. Il faut la maîtriser complètement. Okay. Sinon tu peux pas. Donc moi je veux fabriquer les produits que je vends. Ça limitera peut-être le développement. Mais tant pis. Si tu es droit dans tes bottes et que tu respectes ton ADN, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors, droit dans les bottes, c'est une connotation un peu péjorative. Ce que je veux dire, c'est... Non, mais parce que droit dans les bottes, ça veut dire que tu refuses... Non, moi, je suis assez ouvert à ce qui se passe, c'est-à-dire à améliorer les choses. Mais on a quand même un ADN qui est hyper fort. Parce que sinon, en fait, qu'est-ce que tu fais passer comme message au client ? Tu lui dis quoi au client ?
Si à chaque fois qu'il y a une opportunité, tu la saisis. Moi, je ne suis pas opportuniste, mais j'aime bien saisir les opportunités. C'est pas pareil. Je trouve que c'est extrêmement différent. Tu n'es pas opportuniste, mais tu aimes bien saisir. Tu n'es pas aveugle, en fait. Et quand il y a une opportunité à saisir, tu la prends. Bah ouais, parce que je pense que Mais tu n'es pas à la recherche. Non. Ouais. Et il faut qu'on soit agile. Une PME, on doit être agile. Si tu n'es pas agile, si tu n'es pas capable de t'adapter, tout en respectant tes fondamentaux, bah, tu disparais. Et puis ça sert à rien de s'agacer contre ça. Le système est comme ça, donc il faut que tu arrives à t'adapter à ça. J'aimerais qu'on parle un peu de distribution et de digital. On est quand même sur lepanier.io, le podcast du e-com. Je voudrais comprendre ton mix distribution. À l'époque, tu étais en vente en direct. Ouais. Est-ce que c'est toujours le cas ? Alors déjà, oui, la vente directe, c'est mon truc, parce que c'est ce qui te permet en tant que fabricant d'avoir un lien direct avec le client. D'accord ? Nous sommes des industriels commerçants. Direct étant que le client qui t'achète va installer, soit c'est un particulier qui installe, soit c'est un professionnel qui va installer chez un particulier. Oui, en tout cas c'est le client final qui va utiliser le produit que je fabrique. Okay. Je peux même avoir mes poseurs dans certains cas qui vont les installer, c'est le cas de Sodiclair avec la force de vente directe qui va... 100% de vente directe, enfin 95% de vente directe. Et là-dedans, le digital qui maintenant pèse une part non négligeable, parce qu'il pèse plus de la moitié de cette activité, même presque 60%. 60% en digital, en direct, sur le groupe, donc Stores et Rideaux et FD Éclairage. Ok, c'est énorme. Est-ce qu'il y a... Donc, pardon, le reste, c'est 40%, c'est des ventes en B2B, force de vente, qui va vendre à des installateurs, des artisans ou des collectivités directement. Non, qui va vendre directement à la collectivité, au grand compte, à la PME, parce qu'ils ont des besoins. Ok. En pratique, l'artisan qui va mener un chantier, c'est ton ambassadeur, c'est ton prescripteur. Tu cherches à le toucher ou tu es vraiment le... Moi, mon commercial, il va vendre une prestation. Le commercial en vente directe, il vend une prestation totalement intégrée. Donc, il va voir le client et dit, c'est moi qui vends, c'est mon usine qui fabrique, c'est mes poseurs qui installent. Si t'es pas content, c'est à moi que tu t'adresses. Ça, c'est les 40%. Ça, c'est les 40%. Ouais. Donc, comme ça, la chose est claire. On est un prestataire. Alors, évidemment, c'est des réseaux qui coûtent cher, c'est des réseaux... D'accord. Mais surtout, tu te coupes d'une part qui est quand même assez importante, j'imagine, d'autres installateurs. Je parle même pas de distributeurs qui font la vente, je parle de gens qui peuvent commander tes produits pour les installer chez leurs clients. Oui, d'accord, oui. Bah, c'est pas mon modèle. Ok. Sauf que le client, moi j'ai des clients depuis 30 ans. Voilà. Oui. Non mais ok. Et si demain il y a un marché et qu'il faut que j'embauche des poseurs, j'embaucherai des poseurs. Mais un poseur Sodiclair, je vais te donner un exemple. Un poseur Sodiclair, il y en a, ils vont depuis 15 ans dans les mêmes écoles pendant que les gosses dorment dans une crèche. Et ben le fait que ça soit le même poseur depuis 15 ans et qu'ils l'appellent par leur prénom, ça a un vrai sens dans l'offre qu'on déploie. Ouais, proche de ton client final et légitimité, puis la sécurité, la confiance. Je veux dire, connaissance du produit. Mais bien sûr. Ouais. Ok. C'est vachement important. 60% donc de ventes en digital, en direct, ça c'est via vos sites web uniquement ? Ah oui. Pas d'autres non. Vente digitale. Un côté un peu gaulois, t'as remarqué. Non, c'est nos sites, c'est nos commerciaux, c'est nos poseurs, c'est nos usines. Voilà. Pas de marketplace ? Nicht. Pourquoi ? Parce que je trouve que le lien avec le client final est trop important. Et je veux en garder la maîtrise. Je suis prêt à porter le risque d'avoir à investir, à avoir à embaucher, à avoir à acheter des machines, si tu veux, tout ça. Je veux pouvoir porter mon produit auprès du client final. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens chez nous qui sont super fiers de pouvoir parler au client final. Voilà. Après, c'est très compliqué aussi de faire de la vente indirecte. Moi, c'est pas mon truc, mais c'est très compliqué. C'est d'avoir la garantie. Moi, aujourd'hui, j'ai la garantie que quand quelqu'un de mon service client répond à un client, il va le faire correctement puisque c'est mon salarié. On a un niveau d'exigence. On travaille tous ensemble. Il a le marketing à 5 mètres de son bureau. Chez un revendeur, aussi performant soit-il, tu peux pas avoir cette garantie-là. Et puis moi, je crois fondamentalement au lien avec le client final. Je disais tout à l'heure, tu sais, dans le store et dans le rideau, chaque mois, on fait une part non négligeable de notre chiffre d'affaires avec des vieux clients. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'on a créé un lien avec eux lorsque, par exemple, la première fois, ils ont refait leur chambre. Et puis ils vont avoir un enfant. Donc ils vont faire la chambre d'enfant. On va bien lui mettre des rideaux ou des stores. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler, au lieu d'aller chez le premier distributeur voisin, peut-être qu'ils ont déménagé d'ailleurs entre-temps. Donc le distributeur chez qui ils allaient, c'est pas le même. Alors que nous, ils vont revenir vers nous. Parce qu'on a créé un lien. Parce qu'ils ont eu confiance en nous. Parce qu'on les a accompagnés. Donc ça a un vrai sens, ça, si tu veux. C'est pas que de la marge, c'est pas que ça. C'est aussi du lien. Tu as essayé? Alors, vous faites des produits sur mesure, mais il y a aussi des produits qui sont... J'imagine que les spots, il y a certains modèles, par exemple. Tu as essayé de la distribution indirecte? Non. D'abord, on n'a rien sur mesure, on fabrique à la commande du client. Même les spots, tous les spots? Bah oui, si le client il nous dit qu'il veut un spot vert pomme ou oral... C'est fabriqué à la demande? C'est fabriqué à la demande. Ok, bon, ça répond en partie à la question, en vrai aussi. Aussi. Ouais, très bien. Aussi. Ça va changer? Non. Ok, formidable. On a abordé plein de sujets, c'est super de te recevoir, et je vois que tu as aussi t'as tes convictions, comme tu savais déjà marqué à l'époque, c'est cool. Tu as transformé Sodiclair en l'espace d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, FD Éclairage qui rentre dans le groupe. Certainement, peut-être d'autres entreprises à venir. Hein. On sera un catch-up à nouveau dans un an et demi, je sais pas. Ouais. Parlons de gouvernance, de pilotage. Tu m'as dit que donc l'une des deux patronnes de FD Éclairage est rentrée au codir du groupe. Il y avait un codir avant ou Non. Okay. Alors la vérité, c'est que si tu veux, ça c'est un des grands sujets internes. C'est un des grands sujets internes, c'est qu'on a grossi et que donc il faut se structurer. Et donc là encore, c'est des enjeux. C'est comment tu fais pour garder cette agilité, cette capacité à traiter les problèmes rapidement, mais en se structurant parce qu'il en faut un peu. Donc en début d'année de 2022, on a créé un codir, qui est une enveloppe, si tu veux, on réunit, mais qui a permis aux gens de percevoir une nouvelle façon de travailler et de communiquer. Donc c'est un point où nous-mêmes, évidemment que Marilyn a rejoint, en tant que dirigeante de FD, elle a rejoint le codir. Donc ça, c'est un des gros enjeux. Tu vois, par exemple, on est en train de recruter une responsable des ressources humaines. On est 105 personnes, on n'en avait pas. C'est pas mal d'avoir grandi jusqu'à 105 personnes sans DRH. Oui. T'externaliser à ton cabinet comptable jusqu'à présent. Non, mais on externalise la paye, on externalise l'aspect technique, et c'est très bien fait, et je ne changerai pas ça, parce que franchement, c'est un métier d'hyper spécialiste, avec des choses qui changent sans arrêt. Donc ça, c'est pas le sujet. On travaille avec nos avocats, qui nous aident à pas faire de bêtises, mais je pense qu'il y a plus que ça. Il y a aujourd'hui quelqu'un qui arrive dans l'entreprise, il rentre dans une entreprise qui fait plus de 100 personnes, il est en droit d'attendre des services qu'offre une entreprise de 105 personnes. Donc il faut qu'on... En fait, c'est une autre clientèle, c'est la clientèle interne, il faut bien qu'on s'en occupe aussi. Je te posais la question quand on préparait cet entretien, c'était une question de curiosité, mais en fait je te la pose au micro. C'est quoi le rapport entre Vous êtes 105, combien de personnes qui sont à l'admin, au RH, à la compta, aux finances sur 105? Allez, 6. 6 personnes, ce qui fait 5%. Allez. Voilà. C'est une vraie question, ça, je trouve, dans la croissance. Tu vois, c'est une question que je me pose moi chez Cosa Vostra, où on doit être honnêtement plus que ça. En termes de charge, d'efficacité, de productivité, ça pose pas mal de questions. J'ai un client qui s'appelle Conviction RH, c'est un cabinet de conseil en stratégie RH, en SI RH, donc système d'information RH, qui cartonne, il m'impressionne. Mon interlocuteur, c'est l'un des fondateurs, Mathieu Laudreau. Ils sont, je crois, 250 personnes, 250 consultants, enfin 250 personnes dans la boîte. Je crois qu'ils sont moins de 5 ou 5 à l'admin, au sens large, tu vois. Finance, compta, RH, recrutement, non, peut-être 6 maintenant. Je trouve ça hallucinant en termes d'efficacité, quoi. Alors attends, il faut aborder le problème sur plusieurs aspects. Aujourd'hui, on développe des outils, informatiques notamment, qui permettent d'être extrêmement efficaces. C'est-à-dire, par exemple, tu prends les sites, ils facturent tout seuls. Tu as des procédures automatisées d'import des commandes quand tu traites la compta, les comptes de résultats et tout ça. Donc là, il y a tout un tas de tâches qui peuvent être traitées de façon moderne. Ce qui permet d'avoir, moins de personnes pour les traiter et d'avoir des tâches moins rébarbatives. C'est pas passionnant de se taper d'enregistrer des commandes. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que tu parlais tout à l'heure de SIRH. Nous, c'est un des vrais sujets. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir pas mal de salariés, c'est des nouvelles applis. Oui, il va falloir s'y mettre. Vous êtes sur quoi? Comment vous faites jusqu'à présent? Excel. C'est très bien Excel. Beaucoup d'Excel, beaucoup de machin. Mais là, c'est un sujet. C'est un sujet.
C'est un sujet non pas parce que ça fait bien d'avoir un SIRH, mais parce que quand tu veux communiquer avec tes salariés aujourd'hui, tu vois, on est en train de revoir la mutuelle, on est en train de changer la mutuelle. Pour communiquer avec les gens, puisqu'il faut qu'ils s'inscrivent sur Internet, tout ça, ou la participation, où il faut avoir le mail de tes salariés, parce que s'ils veulent valider leurs options et tout. Donc tout ça, on est en train d'apprendre. Qu'est-ce que tu considères comme produit, comme outil sur le SIRH ? Je sais pas. Okay. Je sais pas. Vous attendez déjà, la personne qu'on espère intégrer rapidement va travailler dessus. Moi, je sais simplement qu'il nous en faut un. Après, je vais laisser les spécialistes. Je donnerai mon avis, mais ça ne sera que mon avis. Alors, je crois que ça sort la semaine prochaine, donc le 20 décembre. J'espère qu'elle aura, qu'on parlera au passé. Elle a signé. Absolument. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'outil. Employant un mot important, il y a tout ce que tu peux automatiser par des outils d'aujourd'hui pour être efficace et moins rébarbatif pour les gens. Et ça, on a quand même fait des progrès considérables dans tout ce qui était la gestion de la facturation, la gestion du SIRH, et demain, par exemple, toute la facturation où tu n'auras où tu auras plus de papier. Donc ça, c'est des vrais sujets. Le recouvrement aujourd'hui, sur les sites internet, c'est quand même vachement facilité parce que les gens payent avant. Donc tu as plein de sujets sur lesquels tu peux travailler. On a aussi, nous, en interne, et c'est un de mes associés qui fait ça, des applications qui sont très très élaborées pour le traitement des commandes, les achats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système calcule automatiquement les consommations, prépare toutes les commandes et la personne des achats valide les commandes. Tout est très informatisé parce que tu ne peux pas grossir et notamment tu ne peux pas avoir des coûts très élevés sur ces sujets-là quand tes concurrents fabriquent en Pologne ou fabriquent à l'autre bout de l'Europe. Donc ça veut dire que grosso modo, il faut que tu gagnes de l'argent. Il faut que tu gagnes de la marge là où tu peux en gagner sans dégrader le confort de tes salariés et en amenant un service de qualité à tes clients. Donc c'est tous ces sujets-là. Après, il y a des sujets où là, il faut des gens. Parce que le développement des compétences, le plan de formation, là, il faut quand même quelqu'un qui soit à l'écoute. Non, mais l'échange. Alors, attention, l'échange, il existe parce que dans l'usine, tu as quelque chose à demander. Ils ont des plages, ils viennent demander. Il y a un vrai échange. Moi, mais échanger avec ton manager ou ton CEO versus échanger avec une personne des RH qui a la connaissance, qui a le savoir, le sachant. C'est une étape. C'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il faut le mettre en place. Okay. C'est pour ça qu'il faut le mettre en place. Et d'ailleurs, l'exigence des jeunes qui arrivent nous pousse aussi à le faire. Mais c'est très bien. Je veux dire, c'est très bien. Tu sais, si tu prends les très anciens de la boîte, ils considèrent, tu viens travailler, je te paye, le contrat est rempli. C'est une vision du monde. Et les petits jeunes ils ont besoin d'autre chose. Mais je comprends ça. Et c'est quoi, c'est autre chose ? C'est ce que tu disais, c'est de pouvoir échanger, c'est de pouvoir se poser des questions sur comment on va évoluer, comment on traite ci, un livret d'accueil, tu vois, ou avoir une façon d'être accueilli, poser des questions, comment je pose mes congés, machin. Tout. À l'époque, ça te venait même pas à l'esprit, tu rentrais dans la boîte, tu demandais pas comment tu poses tes congés. Aujourd'hui, ça fait partie du package. Alors tu peux t'exciter quand t'es patron, mais c'est le mode de fonctionnement aujourd'hui. Donc c'est vrai que poser des congés 105 personnes sans SIRH, bravo. Ouais. On y arrive. Ouais, non, mais tant mieux. Et je doute pas que ce soit faisable. Mais effectivement, il y a Non, mais ça veut dire que je te parle de confort, je te parle de tout ça. Il faut qu'on s'applique le confort à nous-mêmes. Donc c'est des vrais sujets. Et le deuxième sujet, c'est comment on grossit, comment chacun est plus autonome. Donc ça, c'est un gros travail. Et là-dessus, je suis partie prenante. Est-ce que tu acceptes que je parle de ton fils ? Ouais. Qui est dans la salle. Ouais. Donc, fils aîné, qui avait fait son alternance il y a longtemps chez toi, qui a eu une petite expérience grand groupe construction, je dis une bêtise ? Absolument. Il dit oui. Et qui arrive aujourd'hui à quel poste ? Il va s'occuper du développement. Il est responsable du développement de tous les nouveaux projets. Développement des nouveaux projets. Alors, ça, c'est une partie de son travail. Et la deuxième, parce qu'il arrive en support de tous les gens qui peut aider dans le groupe. C'est-à-dire que il peut intervenir sur des sujets RH, il peut intervenir sur des sujets marketing produit. Voilà, l'idée, c'est vraiment être en immersion, mais avec une toile de fond, c'est le développement, c'est les nouveaux projets. Quand le grand patron, ça reste une petite PME, le patron, je me permettrai pas, fait rentrer son fils dans la société, quel type de réaction tu génères ? C'est assez amusant. Alors, c'est un peu biaisé. Je peux te lancer sur ce sujet ? Oui. Okay. Oui, bien sûr, il n'y a pas de sujet tabou. Tu peux me lancer. D'abord, il a travaillé... il a fait ses preuves. Il a travaillé dans l'usine, à une époque. Il s'est monté les stores. Il a travaillé avec les équipes là-dessus. Donc là-dessus, il est clair. La seconde chose, c'est qu'il a fait 2 ans d'alternance. Donc pendant 2 ans, il a mis les mains dans le cambouis et on n'était pas à la taille qu'on a aujourd'hui. C'était il y a 7 ans.
Et la troisième chose, c'est que, bon, d'abord, c'est un plaisir pour moi aussi, hein, faut être honnête, voilà. Et la dernière chose, c'est que ça a rassuré des gens. J'ai 58 ans. J'ai 58 ans, donc les gens se disent, peut-être qu'un jour, il va vouloir arrêter, est-ce qu'il veut pas revendre le groupe, est-ce qu'il veut pas machin. Et le fait que un de mes fils travaille avec moi, ça rassure les gens en se disant il va pas partir demain, il va continuer à travailler, il va continuer à s'investir, il va continuer à développer le groupe. Je suis pas certain que tout le monde soit super content, mais en tout cas, en termes de stabilité, parce que je pense que c'est extrêmement important dans une entreprise qu'il y ait une stabilité. C'est-à-dire que tu peux pas diriger et développer une entreprise si tous les 4 matins tout bouge. Il y a un moment, il faut qu'il y ait un peu de zénitude, comme on dit. Donc voilà, ça je pense que ça a contribué à rassurer. Après, je suis pas sûr que pour lui ça soit facile. Mais bon, il a signé. Hein. Non mais. Et il ne sourit. Ben non, mais c'est pas facile non plus. C'est pas facile. Oui, moi, j'ai la position la plus confortable là-dedans. J'imagine qu'il y a peut-être des anciens qui se disaient, tiens, un jour, peut-être que, et qui voient l'avenir un peu différemment aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire, en fait, quand t'es Bernard Arnault et que tu mets ton fils à la tête de, je sais plus quelle boîte, c'est pas Tag, mais bref, tu dois en froisser quelques-uns. Ouais. Alors, moi, je pense pas que j'ai froissé grand monde. Je pense que les gens sont. Alors, bon, c'est vrai que c'est un peu biaisé. Le sujet, je rebondis sur le sujet que nous évoquions il y a 2 secondes. C'est-à-dire qu'on a un problème, nous, de gestion de la croissance et de gestion de la gouvernance. Donc aujourd'hui, toute personne qui peut arriver, qui amène un savoir-faire et qui peut nous aider à mieux travailler, que ça soit mon fils ou quelqu'un d'autre, on est preneur. Si tu veux, la personne qui s'occupe des RH aujourd'hui est la première à m'avoir demandé de recruter une responsable des ressources humaines. Non, parce qu'à un moment, il faut être dans le bon sens. On n'est pas dans la. Attends, pardon, qu'est-ce que tu viens de dire ? La personne qui s'occupe du personnel aujourd'hui. Ah oui. Et la première m'a demandé d'avoir quelqu'un aux ressources humaines. Okay. Parce qu'elle a dit, je suis en limite de ce que je peux faire sans dégrader ma prestation. T'imagines le niveau de maturité, le niveau d'intelligence ? Or, aujourd'hui, dans l'entreprise, c'est ce que j'explique. Il y a 10 fois plus de choses à faire que nous sommes capables d'en faire. Et comme malheureusement, je vais en rajouter un certain nombre, on va avoir des nouvelles personnes qui vont arriver dans le groupe. En tout cas, je l'espère. En tout cas, on y travaille. C'est que des opportunités pour les gens. C'est des nouveaux collègues, c'est des nouveaux savoir-faire, de nouvelles compétences, voilà. Donc, je peux pas empêcher les gens de se dire, voilà. Mais encore une fois, dans un groupe en croissance, et potentiellement en expansion, il y a de la place pour tout le monde. Il y a un codir aussi où on peut avoir son mot à dire sur la direction de la boîte. Ouais. Puis de manière générale, on ne partage que la réussite. Je le répète. Non, mais c'est la réalité. Et je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Non, une dernière question. Vous allez où ? Après le podcast, là ? Non. Où va Agéclair, pardon, je dis une bêtise. C'est ça. Hein. Agéclair ? Je sais pas. Le confort. Ouais. Le français. Le confort. Et, enfin, on va essayer de déployer notre mission, nos valeurs le plus loin possible. Oui. Formidable. Stéphane, c'était un plaisir d'échanger avec toi. J'espère que c'était réciproque. Et surtout, j'espère, chers auditrices, chers auditeurs, que ça vous a plu. Vous retrouvez Stéphane Beretti, 2R2T sur LinkedIn, Maxime Beretti, il porte le même nom, 2R2T sur LinkedIn, et Guillaume Rouard, qui ont été silencieux mais attentifs. Merci à vous sur LinkedIn. Évidemment, faites un tour sur Stores et Rideaux. Je veux pas dire de bêtises. Au pluriel, store-et-rideau.com pour voir de quoi on s'est parlé pendant presque 1 heure, 2 heures avec le premier épisode, et sur fdéclairage.com pour voir ces fameux spots. Merci Stéphane. Merci à toi Laurent. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max, et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up, et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.